Mesdames et messieurs, bonjour. Féru donc de Matin Libre Télévision. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique. Cette tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité au Bénin. Vous faites bien de nous suivre un peu partout. Aujourd'hui encore, nous allons pouvoir scruter quelques faits marquants de l'actualité grâce à la présence de notre invité d'aujourd'hui. Et c'est avec plaisir que nous le retrouvons. Il s'agit de Maître Renaud Agbojo. Il est avocat. Il est conseiller juridique du parti d'opposition Les Démocrates. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Merci de votre invitation. Voilà. La première question, quel regard général portez-vous sur la situation sociopolitique au Bénin? Je vous remercie pour votre question. Je vais dire que le regard que je porte est celui d'abord du regard du citoyen. Il y a cette anxiété ambiante, il y a cette, cette inquiétude généralisée pour savoir quelles sont les conditions dans lesquelles les élections générales vont se passer, la fermeté de l'appareil étatique sur la question de la révision du code électoral. Est-ce que aujourd'hui les Béninois sont rassurés de ce que les élections législatives vont se passer dans un climat de paix, de transparence et de sécurité? Il y a de la psychose, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a de la psychose parce que ce code électoral n'est pas un code inclusif, c'est un code qui peut être banalement le germe d'une nouvelle élection, caractérisée par une violence en fait. Parce qu'il peut conduire à soustraire frauduleusement la souveraineté du peuple au profit de décisions qui n'ont rien à voir avec la volonté démocratique. Très bien. Est-ce qu'il n'est pas temps que la force de l'opposition puisse passer à autre chose quand on sait que le gouvernement et la majorité ne veulent pas justement d'une relecture? Non, bon, vous savez, les circonstances en matière politique changent et la politique, comme la vie elle-même, elle est dynamique. Donc, le parti politique d'opposition, les démocrates, est un parti qui est ancré profondément sur le dialogue. C'est pour cela que chaque fois que l'occasion est donnée à ses dirigeants au plus haut niveau, nous ne manquons pas d'inviter au dialogue. Parce que s'il n'y a que par le dialogue que l'on peut retrouver notre place au niveau du Conseil des Nations démocratiques. Vous savez, je prends l'exemple de la guerre russo-ukrainienne. Après 3 ans de guerre, ils sont en train de revenir à la table de négociation. Idem pour l'Iran et Israël. Oui. On revient toujours à la table de négociation, à la table de discussion et au dialogue après des moments de conflit. Et pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, le Rwanda et la RDC ont signé un protocole d'accord. Alors, ça, ce sont des conflits internationaux. Au plan interne aussi, en matière de politique intérieure, c'est la même chose. Donc, les tensions caractérisées par des violences électorales n'ont pas vocation à se répéter à vita aeternam. Donc, il faut que les responsables politiques, surtout ceux qui sont à la manette, à la direction des affaires publiques, essayent de transcender un peu, je ne veux pas dire leur ressentiment, essayent aussi de se mettre à la place des populations, parce que les populations béninoises, tout ce qu'elles demandent, c'est des élections inclusives, des élections apaisées, des élections transparentes, pour que la souveraineté reste reste dans le giron du peuple. Et que cette souveraineté-là ne soit pas usurpée par quelques personnalités politiques. C'est tout le débat. Voilà. En tout cas, de toute façon, on revient encore sur les élections générales et tout ceci, mais on va quand même rester un peu collé à l'actualité. Maître Renaud Agbojo, il y a l'affaire, on pourrait dire, le procès donc, de Julien Kandé-Kansou, qui s'est ouvert. Justement, déjà, de quoi retourne cette affaire-là pour peut-être nos internautes qui n'ont pas une idée de quoi il s'agit concrètement? Vous savez, contrairement à ce que l'on peut penser, je ne suis pas trop le genre d'avocat qui plaide ses dossiers dans la presse. Tout à fait. Donc, on vous connaît pour ça. Donc, c'est souvent malgré moi que je me sens obligé d'intervenir dans la presse, surtout lorsque je trouve que
il y a une limite qui a été franchie, une limite quasiment de l'inacceptable juridique et judiciaire. Alors, c'est déjà le cas? je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, mais j'ai bien peur qu'on s'y rapproche. Alors, le cas de M. Julien Kandé-Kansou est un cas symptomatique de la restriction des libertés, de la liberté d'expression sous le prisme ou sous le prétexte de la répression de l'infraction de harcèlement par le biais d'une communication électronique. Alors, c'est pour ces faits-là qu'il est poursuivi. Il lui est reproché d'avoir harcelé par le biais d'une communication électronique des autorités administratives de notre pays. Ces autorités n'ont pas été nommées et à ce jour, M. Julien Kandé-Kansou demande à connaître qui sont ses plaignants juste pour leur présenter des excuses. Mais malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas encore eu droit à cette, je préfère dire faveur, parce qu'en réalité, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation pour la partie poursuivante de dire qui poursuit et pour l'accusé de savoir qui le poursuit et comment se défendre. Donc en réalité, nous ne sommes même pas mis dans les conditions de pouvoir nous défendre puisque nous ne savons pas qui nous poursuit. C'est un peu ça le hic. Mais au-delà de ça, oui, il est reproché à M. Julien Kandé-Kansou d'avoir utilisé un certain nombre de propos qui prêtent à confusion, que le procureur estime prêter à confusion, notamment l'expression révolution électorale. Voilà, on lui a demandé de savoir qu'entend-il par l'expression révolution électorale. Il a expliqué hier encore en disant que voilà, c'était une façon d'inviter le peuple béninois à sortir massivement pour remonter le taux de participation aux élections, parce qu'aux dernières élections législatives, on était à un taux de 38%. Donc il parle de révolution électorale dans les urnes pour que la population béninoise se mobilise. On lui a reproché d'avoir utilisé l'expression « nous allons les surveiller comme du lait sur le feu ». Il a répondu pour dire que non, qu'il faisait allusion aux différents cas de fraude électorale qu'on a vus à la télé, des gens, comment on appelle ça, voter plusieurs fois, et que devant la Cour constitutionnelle, le Parti Les Démocrates avait demandé à la Cour d'exiger de la Sénat de produire les PV de compilation, et la Sénat avait dit que ces PV-là étaient caducs. Donc, la seule possibilité pour le peuple ou pour le parti, c'est d'inciter le peuple à voter massivement pour éviter les éventuels bourrages d'urnes. Et donc, c'est ce qu'il entendait par révolution électorale et rien d'autre. Est-ce que c'est... peut-être ces explications ont-elles peut-être convaincu? Bon, on n'en sait rien pour le moment. Oui, bien sûr, on n'en sait rien. Nous ne sommes pas encore à l'étape des plaidoiries. C'est la décision qui nous permettra de dire si les arguments, les moyens de défense que nous aurons à présenter auront convaincu la juridiction de jugement. Mais pour l'heure, je pense que... Tout se passe bien. Non, nous pensons que tout ne se passe pas bien parce que M. Julien Kandé-Kansou ne devait pas être placé sous mandat de dépôt pour avoir exprimé une opinion qui pour nous n'est pas du harcèlement. Dit qu'en 2026, il y aurait une révolution électorale dans les urnes, en quoi c'était un harcèlement, puisque encore qu'il n'a cité le nom de personne. Il n'a cité le nom de personne. Il a peut-être décrit des personnes qui se retrouvent être indexés. Il a dit... Même s'il ne cite pas normalement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de plainte. Est-ce qu'on peut poursuivre une personne sans aucune plainte? Bon, c'est ça où la plainte nous a été cachée. Donc on attend de voir. On attend de voir parce que le procureur, en principe, selon notre code de procédure, poursuit à charge et à décharge. Monsieur Julien Kandé-Kansou est un Béninois. Il a 34 ans. C'est un poète. C'est un doctorant, il prépare un doctorat à la faculté, qu'on appelle ça, à la Flash, et on peut le retrouver à tout moment, donc il offre toutes les garanties de représentation. Malheureusement, comme ce que nous avons noté, c'est que la détention provisoire est devenue systématisée en matière de poursuite des responsables politiques de l'opposition ou des jeunes activistes
en ce qui concerne le harcèlement par le biais d'une communication électronique. Donc, c'est assez difficile le contexte dans lequel l'opposition aujourd'hui, je vais dire, participe hein, à sa... au jeu politique. Mais certains tout de même vous diront que ce n'est pas parce que vous êtes de l'opposition que quand vous commettez un certain nombre d'impairs qu'on ne peut pas vous appréhender. Oui, mais la présomption d'innocence dit que le principe c'est la liberté et l'exception c'est la détention. Mais pourquoi à chaque fois qu'un leader politique de l'opposition qui est critique envers le pouvoir, lorsqu'il lui est reproché quelque chose, on ne peut même pas lui adresser une convocation préalable. Ce n'est pas ça le principe. Donc, quand on veut traiter les citoyens, il faut les traiter équitablement sur un pied d'égalité. Donc, nous ne disons pas que nous ne voulons pas répondre. Les opposants ne disent pas qu'ils ne veulent pas répondre face à la justice des faits qui leur sont reprochés. Mais on ne peut pas faire un traitement différencié selon que vous êtes acteur politique de l'opposition ou acteur politique de la mouvance. Donc, pourquoi aller interpeller M. Julien Kandé-Kansou très tôt le matin sans convocation? Pourquoi aller interpeller chaque fois que les activistes sont critiques envers un responsable politique en place, à Cotonou, au Nord, puisque j'ai connu près d'une dizaine de dossiers de même nature où on parle de harcèlement par voie de communication électronique, où il y a systématiquement des interpellations parce que justement l'objectif, c'est d'empêcher soit la personne mise en cause de continuer par s'exprimer, mais ce n'est pas en réalité de cette manière-là que d'autres personnes qui ont envie de parler vont cesser de parler, parce que vous allez remarquer que... En fait, c'est l'avocat qui parle ou c'est le citoyen. Moi, je pense que c'est le citoyen. Vous pouvez faire votre enquête d'opinion, hein. Vous pouvez faire votre enquête d'opinion sur la question du harcèlement par le biais d'une communication électronique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une infraction qui mérite que l'on poursuive systématiquement par le biais d'un mandat de dépôt préventif? Je crois que non. La preuve, au dernier examen périodique universel, les Nations Unies ont invité le Bénin et le Bénin a accepté, s'est engagé à réviser le code du numérique et à abroger l'infraction de harcèlement par le biais d'une communication électronique. Donc, ça veut dire quoi? Que même si l'infraction ou la poursuite doit être maintenue, la question de la détention préventive doit être abrogée pour, je vais dire, desserrer l'étau qui pèse sur les questions de liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, la liberté d'opinion est un droit fondamental, universel, garanti par la Déclaration universelle des Nations Unies, garanti par le Pacte international sur les droits civils et politiques, et qu'aucune disposition interne ne peut, je vais dire, restreindre. Très bien. En tout cas, il y a déjà, même ce mercredi, à la faveur du Conseil des ministres, l'adoption donc des décrets applicatifs, donc d'application du code du numérique. Peut-être qu'il y a une flexibilité. Non, je ne crois pas. Le décret ne viendra pas abroger, je vais dire, une loi. Parce que dans la hiérarchie des normes juridiques, le décret vient après la loi. Ce sont des décrets d'application, ce ne sont pas des décrets d'abrogation. Voilà, donc il faut une nouvelle loi et le parti, les démocrates, a proposé une loi modificative de l'article 550 du Code du numérique, dans la droite ligne de ce que le gouvernement béninois s'est engagé à faire. Donc en principe, cela ne devrait pas poser de problème. La commission des lois de l'Assemblée nationale, lorsque la question sera évoquée, je pense que ça ne devrait pas être une surprise que tous les députés de l'Assemblée nationale, conformément à l'engagement du gouvernement béninois de réviser l'article 550 du Code du numérique pour permettre que la liberté d'expression qui a toujours caractérisé notre démocratie depuis 1990 à l'ère du renouveau, que cette liberté d'expression et d'opinion soit retrouvée pour que, je vais dire, le débat politique se fasse avec plus de sérénité. Très bien. Est-ce que, après, c'est vrai qu'effectivement, sur la table des députés, il y a la révision donc, du Code du numérique. Est-ce qu'avec la prise des décrets d'application, ça pourrait... en fait, je voudrais dire que, est-ce qu'après cette révision, on prendrait encore d'autres décrets d'application ou de quoi s'agit-il? Non, la loi se suffira par elle-même. Il suffira
par exemple, de dire que même si le harcèlement par le biais d'une communication électronique est maintenu comme infraction, il faut soit baisser la peine ou à la limite abroger la question du mandat de dépôt. Comme en ce qui concerne la loi sur le code de l'information et de la communication, qui ne permet pas que le journaliste soit poursuivi préventivement sur la base d'un mandat de dépôt. Donc la poursuite peut être engagée, mais le journaliste, l'activiste, les responsables politiques doivent pouvoir être mis sous convocation afin qu'il se présente, puisque le responsable politique n'a aucun intérêt à prendre la poudre d'escampette ou à se soustraire d'une convocation de la justice. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses que de permettre à une personne, bien que se trouvant interpellée par la justice, puisse continuer par aller et venir, et que la suspicion de manipulation de la justice pour régler des comptes politiques puisse cesser définitivement. Très bien, voilà. Et donc, le rendez-vous est pris pour le 14 octobre? Tout à fait, le rendez-vous est pris pour le 14 octobre pour la continuation des débats. Nous, au niveau de la défense, nous sommes 3, Maître Victorin Fadé et nous-mêmes, Maître Abalo Augustin. Nous sommes en état pour plaider le dossier, mais le parquet a demandé un renvoi pour la continuation des débats parce qu'il y aurait, semble-t-il, d'autres éléments, mais je ne pense pas que, au-delà de ce que nous avons vu, qu'il y ait encore d'autres éléments pour venir renforcer ce que M. Julien Kandé-Kansou a dit. Très bien, voilà. En tout cas, on y reviendra certainement. Comment se porte Réki Amadougou? Oh, vous savez, hein, je n'aime plus trop aborder le sujet de la situation carcérale de Mme Rikat Madougou. Pourquoi? Vous êtes démotivé, découragé ou... Non, ça n'a rien à voir. Parce que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait aujourd'hui comment va Mme Rikat Madougou. Mme Rikat Madougou ne va pas bien. Même depuis votre dernière sortie elle traîne en des pathologies chroniques. Mais elle a quand même cette résilience incroyable qui fait qu'elle garde la dignité d'une femme politique injustement détenue. Rien n'a changé depuis la dernière sortie? Je vous l'aurais dit si ça avait changé, parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus accès à son médecin. J'ai demandé, nous avons à la limite imploré que son médecin puisse la voir comme par le passé, parce qu'il n'y a jamais eu d'incident. Quand son médecin venait la voir, il n'y a jamais eu d'incident, il n'y en aura même pas, puisqu'on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un incident entre elle et son médecin, puisque tout se fait sous la surveillance des gardes pénitentiaires. Donc la défense ne comprend pas pourquoi il lui est refusé la visite de son médecin personnel. C'est une question de confiance, c'est une question de vie privée, c'est une question de droit à la santé qui doit être accessible pour tout citoyen. Et c'est le citoyen qui choisit son médecin. On n'impose pas un médecin à un citoyen, quel qu'il soit. Est-ce que l'État a voulu imposer un médecin ou c'est le cas? Non, je ne vais pas aller jusqu'à dire que l'État a voulu imposer un médecin. Sinon, on l'aurait pris de force, on l'aurait conduit dans une unité. Mais je dis que il ne lui est pas permis de recevoir son médecin personnel qu'elle a désigné et qui avait accès à elle pendant 3 ans au moins. Mais du jour au lendemain, vous savez, le problème à la prison civile de Missirité, c'est que chaque fois qu'un nouveau régisseur vient, il vient avec ses propres règles. Et ça fait qu'on est obligé de s'adapter à chaque nouveau régisseur. C'est un éternel recommencement et ça épuise aussi psychologiquement. Très bien. En tout cas, la résolution ou la libération de Réki Amadougou, de Joël Aïvor, pour certains même, on a reçu sur notre plateau ici des députés de la mouvance qui estiment que cela passerait par une solution politique. Est-ce que cette piste est explorée? Si vous m'avez suivi avant même le procès de Mme Rikat Madougou, déjà en 2021, vu les conditions de son arrestation arbitraire, vu les conditions de son incarcération, au regard de la
des décisions rendues par la Cour, par le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Et j'ai toujours dit que seule une solution politique pourra permettre à Mme Rikat Madougou de recouvrer la liberté, parce que le volet judiciaire a été épuisé. Une décision a été rendue par la Cour de répression des infractions économiques. Une autre décision a été rendue par les Nations Unies qui contredit celle de la CRIET, qui a dit que Mme Rikat Madougou, il n'y a aucune preuve de la participation de Mme Rikat Madougou à une activité terroriste. Et cela a été dit, l'avis du GTDA a été rendu après que le gouvernement béninois ait produit ses observations et les preuves qu'il disait avoir. Donc c'est après confrontation de tous les éléments de toutes les parties que les Nations Unies, à travers le GTDA, le Conseil des droits de l'homme, auquel le Bénin est membre, est parvenu à cette décision-là. Donc nous pensons que, en raison de ce que le Bénin est parti au traité portant création des Nations Unies, aussi le Bénin est parti au pacte international sur les droits civils et politiques, Mme Rikat Madougou devait recouvrer la liberté depuis novembre 2022. Elle devait recouvrer la liberté en application. On n'a même pas besoin de faire voter une loi d'amnistie ou une grâce présidentielle, un décret portant grâce présidentielle. Non, il suffit juste que la chancellerie prenne acte de la décision rendue par le groupe de travail des Nations Unies, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice et de la Législation, et qu'on procède à la libération de Mme Rikat Madougou. Comme le Bénin n'est-il pas souverain? Le Bénin, je viens, comme le professeur Joël Aïvo aussi, qui a bénéficié de la même décision dans son cas aussi. Donc, ces deux personnalités politiques devraient bénéficier d'une liberté. Alors, quand vous dites que le Bénin n'est-il pas souverain, tout à fait. Quand vous vous engagez, quand vous partez à un traité, quand vous êtes parti à un traité oui. ou à un instrument juridique international, ça veut dire que vous cédez une part de votre souveraineté. C'est cela, ce n'est rien de plus. Parce qu'on ne vous contraint jamais à être parti à un traité international. Il y a justement plusieurs étapes. Avant, vous pouvez signer un traité, vous pouvez ne pas le ratifier, ça prend du temps, mais quand vous le signez, vous le ratifiez, ça veut dire que vous prenez résolument l'engagement de respecter toutes les implications juridiques qui découlent de la signature ou de la ratification de ce traité-là. Donc, aujourd'hui, le Bénin, même jusqu'à une période récente, je crois jusqu'à aujourd'hui, le Bénin est membre du Conseil des droits de l'homme. Son mandat a été renouvelé. Donc le Bénin participe à toutes les activités du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et le Bénin aussi fait des rapports sur la situation des droits de l'homme au Bénin, mais ne me dites pas que le Bénin a choisi de ne pas respecter les décisions rendues par les instances des droits de l'homme internationales. Je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt une volonté politique qui se heurte à l'application de cette décision. Mais je pense que le temps viendra. Nous souhaitons que ce soit aujourd'hui, oui, que le chef de l'État transcende ses ressentiments à l'égard de Mme Rikat Madougou, y compris à l'égard aussi du professeur Joël Aïvo, pour que ces deux personnalités politiques de premier rang dans notre pays puissent recouvrer la liberté à la fin de son deuxième mandat constitutionnel. Très bien. Vous nourrissez toujours cette espérance? Vous savez, c'est le travail de l'avocat. L'avocat, lorsqu'il défend, il défend parce que d'abord, il croit en la cause de ses clients, et il croit aussi en la justice. Et quand je dis que nous formulons cette espérance-là, si nous, avocats, nous ne formulons pas une espérance, qu'est-ce que nous pouvons attendre alors des personnes même qui sont détenues? Vous voyez, donc nous portons leur voix et nous le faisons avec conviction, avec dévouement, avec loyauté et dans l'intérêt supérieur de la justice. Parce que la justice doit être la même pour tous. Très bien. Voilà, merci beaucoup à vous, Maître Renaud Agbodio. Et nous allons justement parler de cette affaire, l'affaire Akpona.
Déjà, il y a eu beaucoup d'épisodes. Il y a donc les déclaration donc, de l'ancien ministre Paulin Akpona. Il y a eu ensuite la plainte donc, de son prédécesseur, Samou Seydou Adambi. Et puis, justement, les excuses de l'ancien ministre Paulin Akpona. Et aujourd'hui, sinon quelques heures, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui également a mis en place une commission pour faire la vérification donc des projets qui devraient être quand même exécutés à Parakou. Quand on prend tout ce feuilleton avec ces épisodes, quelle est la lecture que vous en faites? Je crois que peut-être que nous sommes au début, je dis bien peut-être, je parle au conditionnel, peut-être que nous sommes au début d'un très grand dossier d'État. Et peut-être que c'est un dossier qu'on n'a jamais voulu qu'il soit mis sur la place publique. Vous voyez, maintenant, je suis heureux que le haut commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption se soit prononcé et décidé de mettre en place une commission d'enquête. C'était notre vœu, puisque le Parti Les Démocrates s'apprêtait à le saisir, le courrier étant déjà rédigé. Et nous l'avions annoncé il y a 3 jours sur un organe de presse de la place. Nous avons annoncé que nous allions saisir le haut commissaire à la prévention, à la lutte contre la corruption. Donc, c'est peut-être notre voix qui a été entendue. Notre voix qui a été entendue, c'est pas plus mal, mais nous pensons que nous attendons de voir ce que cette enquête-là va donner et nous souhaitons que cette enquête-là soit impartiale et aille véritablement dans le sens de la recherche, de la manifestation de la vérité et que cette enquête-là ne soit pas précipitée. Et ne soit pas surtout précipitée parce qu'on veut noyer le poisson. Sinon, je suis quand même heureux que le bâtonnier Jacques Migan ait pris la décision de mettre en place cette commission d'enquête. Nous espérons que le haut commissaire ne rencontrera pas d'obstacles dans son travail et que la lumière sera faite pour la satisfaction de tous les contribuables au budget national. Très bien. Et déjà, les excuses de Paulin Akpona, qu'est-ce que cela a suscité en vous? Non, les excuses de M. Paulin Akpona n'ont pas suscité en moi une quelconque impression, un quelconque sentiment. C'est factuel. Ah, pourtant, il a dit qu'il ne détenait pas des preuves tangibles. C'est tout de même, pour certains observateurs... Non, moi je pense qu'il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire avant son limogeage. S'il ne détenait pas des preuves tangibles, il aurait dû alors le dire et présenter ses excuses avant son limogeage. Puisque entre la déclaration de M. Paulin Akpona et son limogeage, je crois qu'il s'est écoulé au moins 4 ou 5 jours, je ne sais plus. Donc, puisqu'il a fait une déclaration et le reportage de cette activité politique était déjà sur les réseaux sociaux. Donc, il a eu le temps d'apprécier les conséquences ou la gravité de ses propos, si ces propos-là étaient diffamatoires. Donc, il n'aurait pas dû attendre qu'on le limoge avant de se confondre en excuses. Donc, je pense que c'est un repenti actif. Comme nous, c'est un terme technique juridique qu'on appelle le repenti actif, c'est-à-dire quoi que l'accusé demande pardon après avoir commis l'infraction. Donc, il aurait dû le faire avant même que il ne soit limogé. On aurait accepté qu'il soit de bonne foi et peut-être même s'il s'était excusé, il aurait pu éviter peut-être, pourquoi pas, son limogeage. Vous voyez, donc le faire après coup, c'est inopérant, puisque ça n'a pas empêché monsieur ça ne va pas empêcher le ministre Adambi de porter plainte. De porter plainte, puisque maintenant,
le 14, c'est bien ça, le 16 juillet. Le 16 juillet, le ministre Adambi peut révoquer sa plainte. Il peut se désister de sa plainte sur la base des excuses du ministre Akpona. Donc tout est encore possible, puisque les deux sont membres du même parti B. Donc ça peut se régler au sein du parti. Vous voyez, donc dans tous les cas, le plus important, ce n'est pas les excuses de M. Akpona ou la plainte du ministre Adambi. Le plus important, c'est la manifestation de la vérité pour que le contribuable béninois soit rassuré que la gestion des fonds publics en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est faite dans la plus grande orthodoxie financière que requiert la gestion des finances publiques. Très bien. Et la justice peut justement s'auto-saisir. Est-ce que la criette, c'est possible? Ou quel aboutissement pourrait avoir justement cette affaire? Non, vous savez, d'abord tout dépend de celui qu'on veut poursuivre. La criette ne va pas s'auto-saisir ex nihilo sans avoir identifié, je vais dire, les personnes mises en cause. Ou la criette ne va pas aussi engager une plainte contre X, une enquête contre X. Il faut d'abord s'assurer que ces faits-là relèvent de la compétence de la criette. Est-ce que ce sont des agents simples qui sont mis en cause? Est-ce que ce sont des responsables au plus haut niveau, des ministres de la République en fonction? Je ne crois pas qu'ils soient justiciables de la criette lorsque ils sont poursuivis pour mauvaise gestion. Donc, c'est d'abord l'enquête administrative que nous souhaitons indépendante qui va pouvoir situer dans un premier temps les différentes responsabilités si des cas de mauvaise gestion étaient prouvés par ces différentes enquêtes-là. Très bien. Et quels sont, aujourd'hui, quand on voit un peu cette affaire, quels sont les enseignements à tirer par les acteurs politiques? Non, moi, pour moi, les enseignements à tirer par les acteurs politiques, je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. La direction des affaires publiques doit se faire avec beaucoup de transparence. Beaucoup de transparence. Et il faut réfuter tout ce qui est opaque. Il faut réfuter tout ce qui est opaque et nous pensons que c'est ce que le Parti Les Démocrates prône aujourd'hui, ou c'est ce que le Parti Les Démocrates reproche à la gouvernance actuelle, puisque aujourd'hui, la question des salaires des ministres aujourd'hui est en débat. Le groupe parlementaire Les Démocrates a invité le ministre de l'Économie et des Finances ou les membres du gouvernement à révéler leur salaire pour que, justement, dans le cadre des bonnes pratiques gouvernementales, puisque nous estimons que, et nous au Parti Les Démocrates, on pense aujourd'hui qu'il faut réfléchir à comment réduire le train de vie de l'État pour que la question de la redistribution de la richesse puisse se faire de manière optimale, parce qu'on se dit qu'il n'y a jamais de véritable développement économique sans émergence sociale. Donc le Parti Les Démocrates prône l'émergence sociale, même si on doit garder le cap du développement durable, ou même si on doit garder le cap des investissements publics pour des projets d'envergure, pour que notre pays puisse entrer véritablement dans le Conseil des Nations en voie de développement. Mais pourquoi maintenant? Parce que certains se demandent pourquoi maintenant Patrice Talon est en fin de mandat. Voilà, ça a été demandé par le passé, mais ça n'a produit aucun résultat concluant. Oui, mais justement, je vais peut-être vous décevoir. Est-ce que parce que le président de la République n'a pas donné suite à une invitation de l'ancienne Cour constitutionnelle sous le président Olo, que l'opposition doit abdiquer, que les citoyens doivent abdiquer? Je dirais plutôt que mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et je pense que c'est le rôle de l'opposition de demander la transparence dans la gestion des affaires publiques. N'attendez pas que ce soit le rôle de l'opposition, la société civile aussi, puisque ce qui peut être reproché au gouvernement actuel peut être reproché à l'opposition demain si l'opposition accédait au pouvoir. Donc je pense qu'il faut promouvoir les bonnes pratiques, mais dans tous les cas, en ce qui concerne le Parti Les Démocrates, il ne sera jamais question pour nous de travailler dans l'intérêt du peuple dans une quelconque opacité.
Très bien, voilà. On en vient maintenant aux élections générales, Maître Renaud Agboudion. On en parlait dès l'entame. Comment le Parti Les Démocrates se prépare justement pour ces échéances-là? Le Parti Les Démocrates se prépare en toute sérénité. Nous allons au contact des populations, même si nous sommes empêchés par endroits de nous mobiliser, même dans des enclos, même dans des zones privées. Mais le parti arrive quand même à rencontrer les populations dans de petits comités, dans des comités un peu plus grands, cette semaine, la semaine dernière et les semaines à venir. Et ça se passe très bien, ça se passe très bien. Je vous ferai l'économie de ce que nous avons échangé avec les populations, mais il y a un très fort engouement des populations à l'égard des prochaines élections à venir. Et je pense que la mobilisation sera vraiment générale. Très bien, mais jusque-là, on ne connaît pas justement les représentants du parti, les démocrates pour la prochaine présidentielle, alors que les mois s'égrènent. On est à quelques mois seulement, on ne connaît pas justement le duo présidentiel, ou du moins le duo qui devra batailler pour succéder à Patrice Talon. Est-ce que vous scrutez le pouvoir, vous attendez la désignation de la mouvance présidentielle d'abord? Non, je ne pense pas que nous scrutons du côté du pouvoir, mais nous sommes dans un agenda propre et le moment qui sera choisi par la coordination nationale du Parti Les Démocrates, c'est peut-être aussi un autre organe, le Conseil national, pour désigner le duo candidat. Nous avons ce calendrier-là que nous n'allons pas dévoiler ici maintenant, mais il se fera dans les délais requis conformément à l'agenda des élections générales. Vous avez vu un responsable politique du pouvoir dire que le duo candidat sera connu le 12 octobre. Tout à fait. Sera connu le 12 octobre. Et pour vous également, c'est le 12 octobre? Non, je ne dis pas ça. Je pense que c'est plutôt votre inquiétude devait plutôt être portée vers cette affirmation où on dit que le duo candidat du régime en place sera connu le 12 octobre. Vous aurez pu peut-être pour eux, c'est au plus tard. Oui, mais les candidatures, le dépôt de candidature se fera entre le 10 et le 14 octobre, à ma connaissance, sauf erreur de ma part. Donc, nous disons que nous n'avons pas de problème. Oui. Nous n'avons pas de problème en notre sein. Nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons nos forces et nous travaillons à ce que nos faiblesses ne soient pas utilisées contre nous. Et quelles sont vos faiblesses? La question quand même. Et nous travaillons à ce que nos forces aussi soient renforcées. Nos faiblesses, nous les savons. Je ne viendrai pas exposer nos faiblesses pour ne pas donner les armes à l'adversaire, ce qui est de bonne guerre. Tout à fait. Je ne viendrai pas exposer nos faiblesses parce que toute entité politique a ses forces et ses faiblesses. Donc, nous avons l'humilité de reconnaître que nous avons nos faiblesses, mais nous travaillons à ce que nos faiblesses ne soient pas utilisées contre nous. Mais au moment opportun, nous allons faire en sorte que la cohésion soit maintenue, ce qui est le cas d'ailleurs au niveau du Parti Les Démocrates. Il y a une parfaite cohésion entre tous les différents responsables politiques du Parti Les Démocrates. Et comme je l'ai dit, comme le président du parti aussi le pense, le duo candidat, ce sera le candidat au-delà même du Parti Les Démocrates. Ce sera le candidat du peuple. Ce sera le candidat des femmes, le candidat de la jeunesse, le candidat je ne vais pas dire de la vieillesse, ce sera le candidat des anciens, des femmes. Ce sera toutes les couches sociales. De toutes les couches sociales. Ce sera une candidature qui va transcender les clivages politiques. Et je pense qu'il y a énormément d'hommes et de femmes expérimentés au niveau du Parti Les Démocrates aujourd'hui qui répondent valablement aux critères de désignation du duo candidat. Et donc, vous avez le profil type alors. Quel est le profil type devant succéder et peut-être à Patrice Talon si l'opposition, si votre parti arrivait à rafler, justement? Non, vous savez, ce sont les militants. Ce sont les militants qui vont approuver ou désapprouver la proposition du parti. Et il ne faut pas faire ce qu'il faut éviter, c'est de faire de fixation sur des individus.
Nous sommes un parti politique. Et je crois que dans l'esprit... Certainement qu'il y a des critères, certainement il y a un profil de... Non, le profil, le critère, c'est d'abord ce que la loi prévoit, la Constitution, le code électoral. Donc, je pense qu'on ne va pas aller rechercher un profil en dehors de ce que la loi prévoit. Donc, pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure du tout. Hein. Ah non, il faut rassurer le peuple. Le Parti Les Démocrates ira aux élections générales de 2026. Tous ceux qui colportent, qui disséminent dans l'esprit de l'opinion que le Parti Les Démocrates n'ira pas aux élections de 2026 se trompent. Je pense que c'est une stratégie pour, je vais dire, le mot m'échappe, pour désorganiser ou bien pour décourager l'opinion ou le peuple afin que les gens ne sortent pas voter. Vous voyez, donc, le Parti Les Démocrates mettra tout en œuvre par la grâce de Dieu, parce que je pense que tout ce que nous faisons aujourd'hui doit se faire sous l'inspiration divine. Nous pensons que le Parti Les Démocrates, nous l'espérons, sera bien avisé par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions traverser cette période sensible qui se profile à l'horizon, pour que ce soit l'une des meilleures élections que le Bénin ait connues depuis le renouveau démocratique. En tout cas, nous voyons que vous préparez bien ces échéances quand on sait que le président du parti Les Démocrates est en mouvement, puisqu'il y a une énième rencontre entre ce dernier et l'ancien président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe entre Boni Yayi et puis Adrien Ngouegui? Ce qui se passe entre le président Boni Yayi et le président Adrien Ngouegui, c'est la même chose qui se passe entre le président Boni Yayi et le président Moussou Bruno. C'est la même chose qui se passe entre lui et le président Idi Kolawole. Je dirais la même chose qu'entre lui et le président Nago, le président Robert Dossou, parce qu'il leur a rendu à tous des visites d'abord de courtoisie. Et vous savez, je pense que il faut qu'on renoue avec une certaine tradition, le dialogue républicain permanent entre les anciens responsables politiques de notre pays et aussi ceux qui sont aujourd'hui à la manette, parce que le Bénin doit rester un et indivisible, et nous devons chaque jour qui passe être dans la dynamique de construction d'une nation. Et les adversités politiques ne doivent pas prendre le pas sur l'intérêt de la nation. Et c'est plutôt des choses à encourager. Vous n'allez pas reprocher demain au président Boni Yayi si, par exemple, le président Djobouenou allait lui rendre une visite. Vous n'allez pas représenter au président Boni Yayi si demain le président, le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Louis Vlavonou, allait rendre une visite de courtoisie au président Boni Yayi. Donc pour moi, c'est un ancien chef d'État. Avec son aîné, le président Dieudonné Soglo, ils ont fait une démarche dans l'intérêt supérieur de la nation en direction du Niger pour tenter de trouver une solution à la crise que le Bénin traverse avec ce pays frère. Et je crois que il faut dépassionner le plus il faut dépassionner les débats. Mais vous prenez la chose de la façon la plus simple, alors que ça a bien évidemment des empreintes politiques. Oui, Maître Renaud Agbodio, ces rencontres incessantes entre Adrien Ngouegui et Boni Yayi ne sont pas... ce n'est pas de la simplicité, de la courtoisie simplement, certainement des empreintes politiques pour 2026. Oh, vous savez, ils auraient pu le faire sans les caméras. Ils auraient pu le faire sans les caméras. Ils auraient pu le faire hors du pays. C'est parce qu'il n'y a rien à cacher. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas donner à ces rencontres-là trop d'importance qu'il ne faut. Et le parti Les Démocrates a à sa tête, je vais dire, un sage. Le président Boni Yayi a toujours été caractérisé par la sagesse, par le dialogue, par l'esprit républicain, l'esprit de consensus. C'est ce qui l'a toujours animé. Et vous savez, le président Adrien Ngouegui est une personnalité politique de notre pays qui a plus de 80 ans aujourd'hui. Et c'est à ces moments-là, au soir de notre vie, qu'il faut, je pense, solliciter ces éveilleurs de conscience-là
pour qu'ils puissent aussi apporter leur contribution pour la recherche et la sauvegarde de la paix. Je pense qu'en réalité, ce qu'il faut rechercher pour les élections de 2026, ce n'est rien d'autre que la paix. La paix, pour que ces élections-là soient différentes de celles de 2019, soient différentes de celles de 2021. Et toute personne qui peut contribuer à l'apaisement de notre pays avant, pendant les élections générales et après les élections générales, je pense que cette personne-là est la bienvenue pour le Parti Les Démocrates, y compris même, pourquoi pas, le chef de l'État, pour qu'un dialogue inclusif nous permette de libérer les prisonniers politiques, de ramener les détenus et les exilés politiques, de créer les conditions pour un partage équitable de la richesse. Donc, nous ne nous inscrivons pas dans une dynamique de défier qui que ce soit. Nous disons que le Parti Les Démocrates se revendique être un parti d'opposition qui aspire à accéder et à exercer le pouvoir d'État à partir de 2026, et nous mettons tout en œuvre pour que cela soit le cas dans le respect des institutions de la République, dans le respect de la loi, et nous pensons que tous les Béninois et toutes les Béninoises de quelque région où ils se trouvent sont les bienvenus, et le Parti Les Démocrates est ouvert. Très bien. Le Parti Les Démocrates est ouvert, et même ouvert à tous les membres des partis de la mouvance, tous ceux qui estiment aujourd'hui que nous sommes à un tournant décisif de notre nation. Je pense que le Parti Les Démocrates est le meilleur réceptacle politique aujourd'hui pour une transition, pour une nouvelle alternance au pouvoir d'État. À quand donc le cadre de concertation des anciens présidents de la République, des présidents d'institutions? Oh, je crois que ce cas de concertation des anciens présidents d'institutions, s'il devrait voir le jour, je pense que ça devrait se faire aussi dans une certaine démarche inclusive avec le président de la République actuelle. Votre leader est à l'initiative de ce cadre? Non, c'est pour ça que je dis que j'insiste sur le fait que le Parti des démocrates est un parti de dialogue. Ce n'est pas un parti belliqueux, et il ne le sera jamais, parce que notre premier responsable a déjà exercé le pouvoir d'État pendant 10 ans. Et il a rendu visite au chef de l'État en exercice plus d'une fois pour solliciter des mesures d'apaisement en faveur des détenus politiques, en faveur des exilés politiques. Même si il n'a pas été entendu pour certains, il a été entendu pour d'autres. Puisque aussi bien en 2021 ou 22, il y a eu des libérations suite aux démarches effectuées par le président Bouniaï à l'égard du président de la République, M. Patrice Talon. Donc, nous restons dans la même veine. Nous restons dans la même veine pour que le pays soit pacifié définitivement et que nous nous retrouvions pour nous donner un nouvel axe. L'axe qui est, je vais dire, le retour à la paix, le retour à la réconciliation, pour que tous les fils du Bénin, sans qu'on ne perde la boussole du développement, tous les fils du Bénin se retrouvent pour parler d'une seule voix. La paix, la réconciliation, le développement et l'émergence sociale. Très bien. Merci beaucoup à vous, Maître Renaud Agbodio. On n'a pas vu le temps passer. On sait qu'on pourrait aborder d'autres aspects avec vous, mais on aura d'autres occasions, certainement. Nous avons encore un peu de temps avant donc, les élections prochaines, mais avant de vous laisser partir, votre mot de fin. Le mot de fin que j'ai pour vos téléspectateurs, c'est déjà de leur dire merci de nous avoir suivis. Nous invitons le peuple béninois à accompagner les autorités actuelles pour les inviter à organiser des élections générales, transparentes, inclusives et surtout à l'égard des institutions en charge de l'organisation pratique des élections, la Sénat et la Cour constitutionnelle, ainsi que la Cour suprême pour ce qui concerne les recours devant cette institution pour les élections communales et locales, c'est de respecter la volonté du peuple. Parce que le peuple est le seul détenteur de la souveraineté. Le peuple est le seul détenteur de la souveraineté et cette souveraineté-là doit rester
dans son giron. Donc, ils sont face à l'histoire et ils ont le choix. Aujourd'hui, je pense qu'ils choisiront de sortir par la grande porte. Très bien. Merci beaucoup à vous, Maître Renaud Agbogio. Vous êtes notre invité pour ce numéro de Matin Libre Politique. Mesdames et messieurs, vous savez désormais ce que pense notre invité donc, des différentes thématiques abordées avec lui. Et donc, c'est la fin de ce numéro de Matin Libre Politique que nous vous remercions d'avoir suivi. On va se retrouver très incessamment sur nos antennes pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Agréable suite et à très bientôt.